Mesdames et messieurs, bonjour. Heureux de vous retrouver autant nombreux à prendre le rendez-vous de la citoyenneté active sur votre télévision et au niveau de votre station radio. La grandeur d'une nation ne se mesure pas seulement à ses infrastructures ou à ses performances économiques, mais à sa capacité à pouvoir protéger l'être humain. Aujourd'hui, nous allons apprendre les bons comportements et aussi les bons réflexes qu'il faut pouvoir adopter quand on se retrouve sur nos routes. L'objectif que nous sommes en train de viser, c'est de pouvoir sauver davantage de vies et de pouvoir réduire également les cas d'accidents sur nos routes au Bénin. Allons tout de suite à la rencontre de maître Judith Amandine Goudeguessi. Elle est avocate inscrite au barreau du Bénin. Elle nous présente la notion de la justice pour tous dans la chronique du citoyen. La justice pour tous, qui selon moi permet de décrypter les accès inégaux. Qu'est-ce que je veux dire par là? Déjà, il faut que l'on comprenne une chose. L'égalité devant la justice ne signifie pas seulement que la même règle s'applique à tous. Parce que souvent, les gens ont tendance à penser que parce qu'on est égaux, et systématiquement, c'est les mêmes principes qui s'appliqueront à nous tous, c'est-à-dire que ce soit l'État, que ce soit les particuliers. Il faudrait que cela ne soit plus dans l'entendement de tout le monde perçu ainsi. Ce que je veux dire par contre, c'est que la justice, l'accès à la justice pour tous signifie que chacun doit pouvoir avoir accès effectivement au juge, comprendre la procédure, être assisté utilement et obtenir une décision dans un délai raisonnable. En pratique, les inégalités naissent souvent bien avant l'audience. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a une méconnaissance des tests. Il y a beaucoup de profanes qui pensent maîtriser les tests. Ils pilulent beaucoup, il y en a plein. Entre guillemets, les juristes qui ouvrent peut-être des petits cabinets qui ne sont pas assermentés, qui ne sont pas des experts en la matière et qui peuvent, dans leur compréhension des tests, vous faire égarer. Je parle des justiciables, ceux qui viennent devant le juge, ceux qui savent qu'ils ont le droit de recourir à la justice. Et donc, il y a également le coût des conseils. C'est ça qui les amène justement à se retourner vers ces petits cabinets-là, si je dois donner un exemple, par exemple, lorsque nous sommes en matière médicale, en matière de santé, vous conviendrez avec moi que ce qu'un expert, un gynécologue ferait comme acte, c'est pas la même chose qu'un nettoyant ferait. Et donc, si vous prenez, vous dites le coût est élevé et que vous allez vers un nettoyant, vous serez traité exactement avec les compétences de ce dernier. Et donc, les inégalités dont je parle également, c'est la distance avec les juridictions. C'est vrai qu'aujourd'hui, de plus en plus, on voit la création de nouvelles juridictions dans certaines régions qui sont assez éloignées. Parce qu'avant, tout se concentrait en ville. Qu'est-ce que je dis? Les grandes juridictions se retrouvaient en ville. Mais aujourd'hui, la justice se rapproche de plus en plus des habitants, de sorte à ce que dans certaines contrées, même dans certaines régions très reculées, nous avons accès à la justice. Et c'est en ça qu'on parle d'audience foraine. Les audiences foraines qui amènent les juges à se rapprocher de ces justiciables-là et à pouvoir leur rendre des décisions dans un délai raisonnable. Il y a également la difficulté, tout ça là, je mets ça dans les inégalités qui naissent avant l'audience, il y a également la difficulté à réunir les pièces nécessaires. Lorsque vous n'êtes pas du domaine, lorsque vous êtes qu'un profane qui a besoin d'aller vous porter devant un juge ou devant une juridiction, vous n'êtes pas souvent outillé, vous n'avez pas toutes les informations possibles, vous ne savez pas la procédure qu'il faut utiliser pour pouvoir aller vers cette justice, vers ce tribunal ou cette juridiction ou cette cour, vous ne savez pas. Et donc, il y a également ces inégalités qui naissent avant l'audience. Et donc, la justice
dans ce cas, a quand même besoin d'être plus proche, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec ces audiences foraines qui s'organisent et également avec le fait que de plus en plus tout est dématérialisé. Aujourd'hui, dans certaines juridictions, lorsque les décisions sont rendues, c'est auprès. Lorsque vous allez vous connecter à certains sites, vous avez accès facilement à ces décisions. Naturellement, pour certaines juridictions, il faut avoir un code d'accès. Mais c'est pour vous dire que de plus en plus, la justice est en train de prendre toutes les précautions possibles pour pouvoir être plus proche de la population, pour qu'il y ait plus d'inégalités selon certaines personnes en se disant, si moi, parce que je ne suis pas issue d'une famille riche, la justice n'est pas que pour les riches, c'est également pour tout le monde. Que tu sois pauvre, riche, que tu sois blanc ou noir, tu dois pouvoir avoir accès à cette justice-là. Et donc, enfin, qu'est-ce que je pourrais dire? Pour moi, c'est que la justice pour tous exige un double effort. Un effort institutionnel de simplification et d'accompagnement et un effort déontologique des professionnels du droit pour rendre la règle intelligible, accessible et humainement praticable. Merci à Maître Judith Amandine Goudeyessien pour cette chronique du citoyen. À présent, nous allons suivre la leçon de civisme qui s'articule autour d'une société forte qui doit bien évidemment porter sur l'égalité des chances. Leçon de civisme, non au favoritisme. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, aujourd'hui, nous parlerons d'un thème fondamental, le favoritisme. Ce phénomène insidieux, souvent sous-estimé, gangrène nos institutions et mine les bases de notre société. En tant que citoyens responsables, il est de notre devoir de dire non au favoritisme et de promouvoir l'égalité des chances pour tous. Le favoritisme, qu'il soit manifeste ou subtil, consiste à accorder des privilèges à certaines personnes, souvent en raison de liens personnels, d'appartenance politique ou d'intérêts particuliers. Cette pratique nuit gravement à la méritocratie qui devrait être le socle de notre vie en société. En favorisant certains au détriment d'autres, nous créons un climat de méfiance et d'injustice où l'égalité et l'équité sont reléguées au second plan. Il est crucial de comprendre que le favoritisme ne touche pas uniquement le secteur public. Dans le monde de l'entreprise, par exemple, il peut entraîner une démotivation des employés, une baisse de productivité et une dégradation des relations interpersonnelles. Lorsque les compétences et le travail acharné ne sont pas reconnus à leur juste valeur, les meilleures ressources humaines finissent par se détourner de l'organisation, ce qui peut s'avérer catastrophique sur le long terme. Pour lutter contre ce fléau, nous devons d'abord sensibiliser notre entourage. Éduquer nos concitoyens sur les dangers du favoritisme est également essentiel. Cela passe par des discussions ouvertes, des ateliers et des campagnes de sensibilisation. En évoquant les conséquences néfastes de cette pratique, nous pouvons encourager un changement de mentalité et promouvoir une culture de l'équité. Ensuite, il est impératif que nos institutions adoptent des politiques claires et transparentes. La mise en place de mécanismes de contrôle et de reddition de comptes est essentielle pour garantir que les décisions soient prises sur des critères objectifs. Cela permettra de restaurer la confiance du public envers les autorités et d'assurer une gestion juste et équitable des ressources. Enfin, chacun de nous a un rôle à jouer. En tant que citoyens, nous devons nous engager activement dans la vie de notre communauté. Cela signifie dénoncer le favoritisme lorsque nous en sommes témoins, mais aussi promouvoir des pratiques justes et transparentes,
dans nos interactions quotidiennes. Disons ensemble non au favoritisme. Engageons-nous pour l'égalité, la justice et la transparence. C'est ainsi que nous bâtirons un avenir meilleur pour notre pays et pour les générations à venir. Merci pour l'attention. Bienvenue à la tribune consacrée au débat citoyen. Vous le savez, mesdames et messieurs, la majorité des accidents résultent de choix, de comportements ou même de défaillances qui peuvent être corrigées. Et dès lors, chaque accident de circulation est-il vraiment une fatalité ou le reflet de responsabilités que nous refusons parfois d'assumer? C'est donc pour aborder le sujet « Chaque accident est-il vraiment une fatalité ?» que je reçois dans ce studio Dr Halima Guira. Docteur, bonjour. Bonjour, Monsieur Zogo. Vous êtes sociologue, vous êtes spécialiste en sécurité routière, surtout sur des projets de construction de routes, notamment la route Missé-Sento-Alada. Merci d'avoir accepté de partager votre expertise avec nous sur ce plateau. Merci, c'est moi qui vous remercie. La question, elle est assez cruciale. Nous allons donc parler de la sécurité routière, mais il faut déjà qu'on essaye de comprendre les causes profondes de ce qu'on pourrait appeler l'insécurité routière. Alors, lorsqu'un accident de circulation survient, est-ce qu'on peut réellement parler, selon vous, docteur, de fatalité ou bien il s'agit dans la majorité des cas de défaillance humaine évitable? Merci, monsieur le journaliste. C'est vrai, nous enregistrons beaucoup d'accidents et derrière chaque accident, on a plusieurs victimes. Pas seulement la victime de l'accident, mais les familles derrière cette personne victime d'accident. Et la majorité des accidents aujourd'hui sont mortels. Et pour comprendre les causes profondes des accidents qui surviennent généralement, je dirais que 90% des accidents sont dus aux facteurs humains qui peuvent être évités. Les accidents ne sont pas toujours une fatalité, non. Il s'agit de causes humaines, nos comportements. Et ils sont prévisibles et peuvent être évités. Est-ce qu'on peut alors approfondir, par exemple, les facteurs qui aujourd'hui alimentent l'insécurité routière dans notre pays? Vous aviez donné quand même des statistiques qui font froid au dos, 90% de ces cas-là qui résultent de comportements humains et surtout évitables. Oui. Nous avons les excès de vitesse. Et depuis quelques années, on a constaté que la police sévit avec la présence des radars sur le terrain partout dans le Bénin, surtout les principales routes que nous avons. Il y a les excès de vitesse, il y a le téléphone au volant qui aujourd'hui est cause de plusieurs accidents. Il y a l'alcool ou la consommation d'autres stupéfiants. Il y a la fatigue. Il y a le non-respect des priorités, les inattentions. Et surtout, nous parlons souvent d'incivisme de nos compatriotes qui sont facteurs, qui causent de nombreux accidents. Est-ce qu'on pourrait se permettre de dire alors que les comportements donc, de ces usagers-là constituent la première menace sur nos différentes routes? Oui, c'est la première, les comportements humains sont l'ensemble, la première cause des accidents sur nos routes. Les dépassements dangereux.
Il y a également le mauvais état de certains véhicules, la fatigue des conducteurs et surtout, on observe une faible culture de la prévention. Sur nos routes, vous constatez que le motocycliste, il est pressé et n'hésite pas à dépasser même plusieurs véhicules. Et la plupart du temps, on entre en collision avec un véhicule venant de l'autre côté. Il y a également certains qui n'hésitent pas à aller en sens interdit. Tout cela résumé se retrouve toujours dans le comportement des hommes. Et c'est l'une des causes principales de nos accidents. Docteur Halima Guira, je rappelle que vous êtes spécialiste en sécurité routière. À votre avis, comment est-ce qu'on peut aujourd'hui expliquer ce paradoxe lié à la persistance des excès de vitesse malgré donc les nombreuses campagnes de sensibilisation qui sont quand même données par des organisations non gouvernementales qui interviennent dans ce secteur, par exemple? Merci. Tout à l'heure, j'ai parlé d'incivisme. Ouais. C'est un facteur très important. Et il y a l'éducation. Malgré les sensibilisations, je participe à plusieurs sensibilisations dans nos différentes localités du nord au sud. Mais nous revenons toujours sur le phénomène. L'excès de vitesse. On est pressé. Je veux gagner quelques secondes pour atteindre un lieu donné. Parfois, il faut que je dépasse vite ce véhicule parce qu'il y a la fumée ou bien il y a la poussière que je reçois. Or, on ne sait pas que quelques secondes gagnées peuvent nous faire perdre des vies. C'est l'éducation. Après l'éducation, la sensibilisation et ensuite ce que la police fait aujourd'hui, il faut sévir. Parce qu'à un moment donné, quand on finit de sensibiliser et qu'on observe toujours les mêmes comportements, alors il faut sévir. Et quand on commence par sévir, je pense que les gens vont finir par adopter un bon comportement. Vous aviez parlé du téléphone au volant qui est devenu à la limite un danger majeur. Quelle est l'attitude que le citoyen doit adopter dès qu'il a peut-être un appel et qu'il se retrouvait entre-temps au volant? Le plus simple, je ne décroche pas. Ou alors, lorsque je pense que c'est important et que je dois décrocher, j'essaye de me garer et je décroche. Tous les messages qu'on reçoit ne nous permettent pas de continuer, pas être attentif au volant. Lorsque je reçois un coup de fil, le message qu'on me passe peut provoquer en moi un choc. Il vaut mieux que je me gare, je reçois mon coup de fil avant de continuer. C'est pareil pour les cas de fatigue. Lorsque je me sens un peu fatigué, même si je suis un conducteur de véhicule de transport, je m'excuse auprès des passagers. Je me gare, je me repose quelques minutes. 10 minutes de repos peuvent permettre à un conducteur de récupérer et de continuer sa route. Mais on a quand même des passagers qui sont pour la plupart du temps pressés. Et donc, si le chauffeur arrivait à adopter cette attitude ou bien ce comportement, j'imagine que son véhicule se retrouverait vide dès qu'il se réveillerait. Non, c'est une question de responsabilité. Ma vie compte.
En tant que conducteur, je ne peux pas accepter de mettre en risque ma vie et celle des passagers. Déjà dans nos sensibilisations, nous abordons cette thématique-là. Aussi bien, nos sensibilisations prennent en compte les conducteurs et les usagers de la route. Aux usagers de la route, nous demandons toujours, lorsque vous constatez, vous êtes dans un véhicule de transport et que vous constatez que le conducteur est fatigué, entendez-vous et demandez-lui de se garer quelque part pour récupérer un tout petit peu. Quelques minutes et la personne retrouve tous ses sens. La plupart des accidents qui surviennent, qui sont liés à la fatigue, c'est en quelques fractions de secondes que le sommeil emporte le conducteur et la catastrophe est au rendez-vous. Alors, dans nos sensibilisations, nous demandons toujours aux conducteurs et aux usagers de faire très attention par rapport à cela. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir de l'alcool et même des stupéfiants? Il y a certains conducteurs qui préfèrent utiliser les stupéfiants en vue de rester en éveil, faire de longues distances. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque? C'est un grand risque. Et l'État aujourd'hui, depuis des années, l'État béninois lutte contre ce phénomène-là. Et par moment, on constate que le CNSR et la police, c'est-à-dire le Centre national de sécurité routière, mènent des actions. Ils sont sur la route et contrôlent le taux d'alcool chez les conducteurs. Mais c'est parce que l'alcool et le volant ne font pas bon ménage qu'on le fait. Mais le fait de consommer de l'alcool ou bien des stupéfiants, pensant qu'on est en éveil, non, mais c'est une erreur, c'est une fausse théorie. Bien au contraire, ça réduit votre capacité à être attentif. L'alcool, un conducteur responsable ne devrait pas consommer de l'alcool ou consommer des stupéfiants pour rester en éveil, non. Qu'est-ce que je fais dès que je pars pour soutenir, par exemple, un frère, un ami, pendant le week-end, aux obsèques d'un de ses parents, on me sert à boire, je sens que je suis emporté par l'alcool, alors qu'entre-temps, j'avais utilisé un véhicule pour me rendre au lieu de réception. Quelle est l'attitude à adopter? Est-ce que je repars avec mon véhicule dans cet état? Est-ce que je gare le véhicule? Qu'est-ce que le citoyen doit pouvoir faire? Un bon citoyen responsable ne devrait pas prendre la route dans ce cas-là. Je gare mon véhicule, je me repose avant de continuer. Nous avons enregistré un cas d'accident récemment où le monsieur a bien consommé l'alcool et tous ceux qui étaient là lui ont refusé de prendre le volant. Ceux avec qui il a voyagé ont refusé d'entrer dans son véhicule pour le retour, pensant le persuader de laisser, d'attendre d'abord 30 voire 1 heure de temps et se retrouver. Il a refusé, il a pris son véhicule, il a pris la route. À quelques 10-15 kilomètres, la catastrophe, le monsieur est mort. Tous les témoignages, même les médias, les journaux en ont parlé. C'est l'alcool. Ou j'évite de consommer. Comme on le dit souvent, de façon terre à terre, lorsque tu as la clé de la fête en main, ne bois pas. On n'est pas obligé, en allant soutenir quelqu'un un week-end, on n'est pas obligé d'aller boire. Lorsqu'on sait qu'on doit boire, on veut faire la fête, c'est qu'on prend les dispositions, on dort
on passe tout le week-end et le lendemain, lucide, on prend la route. La police républicaine a mené, il y a quelques années, continue d'ailleurs, une lutte acharnée contre les conducteurs de moto qui ne portent pas leur casque. De plus en plus, on constate que ça se corrige, mais il y a quand même un danger qui guette nos enfants. Pour la plupart du temps, les enfants qui se retrouvent sur les motocyclistes ne portent pas de casque. Quel message fondamental vous avez à lancer à l'endroit de leurs parents? Merci. Ce problème de casque, la police républicaine, l'État béninois en général, de façon générale, mène une action salutaire et nous devons saluer notre police républicaine. Le port du casque, comme je le dis souvent, la tête ne peut pas être remplacée. En réalité, la tête de l'être humain n'a aucune force. Dès que une tête se cogne contre la chaussée, contre un DBA sur la route, c'est fini. Or, le casque, un bon casque bien porté, nous protège. Lorsque vous savez que vos enfants doivent aller sur une moto, prenez les dispositions, achetez-les des casques. Et si ce n'est pas possible, alors cherchez des véhicules, sortez avec les enfants à véhicule. Et les enseignants éduquent, là aussi il faut saluer les enseignants, par rapport à la sécurité routière. Il y a un effort qui est fait dans nos écoles primaires, où on éduque les enfants par rapport à la route. Et les enfants aujourd'hui sont mieux outillés pour leur traversée sur la route que certaines grandes personnes même. Donc, à nous, les motocyclistes ou conducteurs de véhicules, de les protéger davantage et aux parents de protéger beaucoup plus leurs enfants. Ne pas permettre à un enfant d'aller sur une moto sans casque. On constate des dépassements à droite. On constate également la circulation à contresens. Vous avez un commentaire à apporter? Oui. Moi, je dis toujours, et récemment, sur notre route ici, même devant votre maison de télévision, vous avez eu un cas d'accident mortel. Et lorsque nous avons analysé cet accident-là, c'est le motocycliste qui était en erreur. Ne cherchons pas à dépasser les véhicules. Respectons la signalisation en place. Parce qu'en matière de sécurité routière, la signalisation est très importante. Le message véhiculé par la route, c'est la signalisation. C'est au niveau de la signalisation qu'on comprend le message véhiculé par une route. Il y a un danger devant, c'est la signalisation qui le notifie. Il y a un centre socio-communautaire là où les usagers doivent traverser, sont nombreux à traverser la route, une école, un centre de santé, une église, un marché. C'est les panneaux de signalisation qui nous passent le message. Nous devons tout faire pour connaître le sens de ces panneaux-là et pouvoir lire et circuler. Et on ne connaît pas assez la route, non. En matière de circulation, il ne faut pas dire « je connais la route, je sais à quel niveau il y a un danger, donc je suis libre d'aller comme je veux ». Non, ce n'est pas possible. Est-ce que ce n'est pas une forme de banalisation du non-respect du code de la route dans plusieurs localités qui s'observent? Merci. Je dis, parfois je me demande si certaines personnes connaissent le code de la route avant de se mettre en route. Et ça, c'est au niveau des motocyclistes. Parce que pour avoir le permis de conduire d'un véhicule, le code est étudié.
Mais pour les motocyclistes, c'est vrai, le test existe. La loi fait obligation aux motocyclistes d'avoir des permis. Mais pour le moment, au Bénin, une rigueur n'est pas encore donnée. La rigueur nécessaire n'est pas donnée à ça. Et je pense qu'il faut qu'on en arrive là. Parce que si je connais bien le code de la route, si j'ai mon permis, c'est que je connais le code. Et là, je pense qu'avec la sensibilisation, on peut respecter. Et je voudrais dire quelque chose que je dis toujours. Même en pleine circulation, tout citoyen qui constate un mauvais comportement d'un autre, il peut le rappeler à l'ordre. On peut rappeler une personne gentiment à l'ordre pour l'amener à adopter un bon comportement, à réduire sa vitesse, à éviter certaines choses. Donc c'est une question de responsabilité, sociale. Oui. On va aborder le deuxième axe, donc cet axe qui nous parlera de la responsabilité du citoyen face à la route. Docteur Alima Guira, je rappelle que vous êtes sociologue, vous êtes également spécialiste en sécurité routière, notamment sur des projets de construction de routes de la région Mississinto vers Alada. Dites-nous, est-ce qu'être un bon citoyen commence-t-il aussi par le respect des règles de circulation? Merci. Je répondrai d'office oui. D'accord. Être un bon citoyen commence par le respect des règles de circulation. C'est la sécurité. Et tout citoyen a droit à la sécurité. Donc, être un bon citoyen, il faut respecter les règles de circulation et respecter le code de la route. C'est un véritable axe de civisme. On respecte ainsi sa vie, celle de ses passagers et celle des autres usagers de la route et même des riverains des localités traversées. Mais pourquoi certains usagers considèrent-ils que le code de la route est une contrainte? Bon, toujours le même mot revient, l'incivisme. Aujourd'hui, on ne parle même pas de méconnaissance. Parce que la même chose que vous répétez chaque fois. Et à chaque fois que le Centre national de sécurité routière se met sur une route, il sensibilise aussi bien les motocyclistes que les conducteurs de véhicules. Le code de la route n'interdit pas de circuler, mais il organise la circulation afin d'éviter les conflits et les accidents. Et chaque citoyen doit savoir que la route se partage. La route se partage. Le conducteur, entre toi qui conduis, entre un autre, les autres conducteurs qui viennent et les usagers, les riverains des localités traversées. Donc, on ne doit pas penser en tant que bon citoyen que la route nous appartient à nous seuls, non. En respectant le code de la route, nous respectons ainsi ce partage de la route-là et nous respectons une règle tracée d'office par l'autorité de l'État. Parfois, on constate au cœur de nos sociétés, et ça c'est surtout avec la génération montante, des jeunes, et c'est à la vue d'un policier qu'ils sont obligés de remettre leur casque ou soit de mettre leur ceinture de sécurité si entre-temps ils étaient dans un véhicule. Qu'est-ce qui peut conduire à ce genre de comportement? C'est l'insouciance. La jeunesse aujourd'hui, il faut le reconnaître, vit au jour le jour. Et parfois même, dès qu'on dépasse le poste de police, on enlève encore le casque. On enlève le casque, on desserre la ceinture de sécurité parce qu'on pense que non. Ce n'est pas pour le policier
que l'on porte le casque. Donc l'éducation, nous devons éduquer nos jeunes de la maison jusqu'à la route. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une part de responsabilité à mettre à la charge de la société en général? Parce que quelqu'un, par exemple, qui est très bien habillé, qui garde par devers lui un casque en main, est-ce que ça ne devient pas un phénomène au point où la personne se dit, bon, est-ce que j'ai besoin d'utiliser un casque? Ça devient vraiment... On devrait responsabiliser, comme vous l'avez dit, toute la société. Ne pas hésiter en tant que, même entre les jeunes, parce que ce n'est pas tous les jeunes qui se comportent ainsi. En tant que jeune, lorsque je rencontre en circulation un jeune comme moi qui a ce comportement, avec respect, je ne dois pas hésiter à lui dire « Porte ton casque ». C'est pour toi, ce n'est pas pour la police, ce n'est pas pour les parents. Tu as le casque, porte-le. Et certains policiers, j'en ai rencontré, sévissent plus avec ceux qui ont le casque. Ils ne l'ont pas porté. Et ne l'ont pas porté. J'ai rencontré des cas à Porte-Nouveau où le policier était furieux et a voulu sanctionner doublement. Il dit parce que il a le casque. Ça veut dire qu'il est conscient. De l'acte qu'il a posé. De l'acte qu'il a posé. Mais il ne l'a pas porté. Il l'a, c'est quand il va voir. S'il avait vu le policier, il l'aurait porté. Et lorsque le policier m'a expliqué ça, j'ai dit là, je l'ai remercié, je dis bravo. Je pense qu'il faut le faire. Et qu'on demande aux parents, et ça, vous, en tant que médias, vous devez nous aider dans ça. Chaque fois que l'occasion se présente, essayez de rappeler, de sensibiliser la jeunesse. La vie est chère et on ne peut pas racheter une vie quelque part. La vie est sacrée, et même au niveau de notre loi fondamentale, c'est très bien stipulé. Aujourd'hui, les parents n'ont plus suffisamment de temps à consacrer à la formation ou même à l'éducation de leurs enfants. Mais comment peut-on aujourd'hui interpeller la conscience des familles sur la sécurité routière, comme débat par exemple? Merci. Toujours est-il que le CNSS sensibilise, la police sensibilise, les ONG le font, et sur nos routes, sur chaque projet, pour chaque projet d'aménagement de route, exigence est faite de mettre en place un programme de sensibilisation. Je voulais d'ailleurs vous poser la question, puisque vous êtes spécialiste de ces projets de construction de routes. On constate malheureusement qu'il y a assez de cas d'accidents qui sont dénombrés pendant la période de construction des routes. Est-ce que c'est l'objectif? Merci. L'objectif n'est pas un aménagement à une route, c'est pour la population. Et lorsqu'on aménage une route, et pendant l'aménagement des routes, et qu'on commence par compter des morts, ce n'est pas l'objectif de l'État. Et c'est justement pourquoi, sur chaque projet de route, il y a des spécialistes en sécurité routière. Il y a des programmes de sensibilisation en matière de sécurité routière. Dans les gares routières, nous passons. Dans les écoles primaires, dans les collèges, au niveau des centres artisanaux, même les élus sont sensibilisés et sont appelés à appuyer les entreprises et missions de contrôle pour sensibiliser les communautés. Mais malgré tout ça, on observe toujours. Nous passons aussi même par les radios. Nous sommes passés déjà pour la route Alada, Misesinto-Alada. Le cabinet chargé de sensibiliser les communautés est passé par ici, a passé plusieurs communiqués pour sensibiliser. C'est vrai,
nous avons observé une réduction des accidents sur cette route. C'est ça. Mais il y en a toujours. Et lorsqu'on constate, et même quand la police vient, ce n'est pas du fait de l'entreprise, non. C'est du fait du non-respect des couloirs de circulation. Puisque quand on aménage les routes, une route circulée en travaux, c'est très compliqué. C'est ça. Les gens sont habitués à un rythme donné. Voilà qu'avec les travaux, la chaussée est réduite. Donc là aussi, il faut faire très attention. L'entreprise met des panneaux de signalisation en place que nous ne respectons pas. Et par endroits, il y a des zones à risque qui sont balisées. Mais quelqu'un qui se dit, je connais la route, donc je peux circuler comme je veux. Il n'a pas tenu compte, il n'a pas intériorisé les risques, les zones à risque qui se retrouvent sur ce chantier-là. Et voilà, vivent les accidents. Mais quel est le rôle, je vais dire, des collectivités territoriales au niveau de ces chantiers ouverts-là? Merci. Et c'est le lieu de saluer d'ailleurs les élus qui appuient beaucoup les entreprises. Au cours des conseils, il y a des sensibilisations qui sont faites. Il y a ils passent également par des crieurs publics pour sensibiliser les communautés et nous continuons par leur demander de ne pas baisser les bras. Même après les travaux, des sensibilisations doivent être faites pour éviter ces accidents-là. À partir du moment où la route est ouverte, on voit qu'il n'y a plus de nids de poules. On pense qu'on peut faire tout ce qu'on veut, on peut rouler comme on veut. Ce n'est pas le cas. Les élus communaux, locaux ou municipaux doivent appuyer les projets à travers les crieurs publics ou à travers tous les canaux qu'ils ont pour sensibiliser les communautés, pour qu'ils respectent les panneaux, qu'ils respectent la signalisation et qu'ils, en circulation, il faut savoir lire, il faut suivre. Même quand on ne sait pas, et les panneaux, ce n'est pas une écriture forcément, mais il y a des symboles. Et tout le monde connaît ces symboles-là. Je ne dois pas dépasser à ce niveau où ma vitesse, je dois la réduire à ce niveau. Là, il y a un danger devant moi, il faut que je fasse attention. Donc, qu'on continue et à chaque occasion, qu'on rappelle le code de la route à nos concitoyens, surtout les usagers de la route. Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui arriver à renforcer la collaboration entre les forces de sécurité publique et les citoyens dans la prévention des cas d'accident? Merci. Déjà, des sensibilisations ont été faites. Mais ce n'est visiblement pas assez suffisant. Oui, aujourd'hui, il faut sévir. Il faut sévir. Il faut aller à une étape supérieure. Et ça se fait déjà. La police, pour le moment, c'est vrai que c'est au niveau des véhicules que ça se fait. Mais je pense qu'on doit élargir et la mener également au niveau des motocyclistes. Lorsqu'on te prend en excès de vitesse, même si tu es sur une moto, qu'on te sanctionne. Surtout la sanction pécuniaire, bien sûr. C'est ça. Puisque ça, là, ça fait mal aux Béninois. Parce que j'ai fait la vitesse, on me demande de payer avant de retirer ma moto. Je pense que si on commence pas à le faire, ça peut aller. On va crier un peu, ça c'est clair. Ah, comment on peut me dire de ne pas faire la vitesse? Non, mais on finira par s'habituer. Donc forcément, les forces de l'ordre doivent commencer par sévir.
Donc il faut durcir davantage les sanctions. Oui. Est-ce qu'il faudra, par exemple, voter d'autres textes de loi au niveau de l'Assemblée nationale pour la mise en application de ce que vous préconisez? Est-ce qu'on a encore besoin, puisque ça existe? Donc ce qui existe, il faut l'appliquer. Oui. Les tests existent. Avant de sortir avec une moto, je dois avoir mon permis de conduire. Il faut qu'on commence par contrôler ça. Je ne dois pas excéder une vitesse donnée. Ça, les tests existent, donc qu'on commence par les appliquer. Et aujourd'hui, les piétons sont, disons, la cible la plus attaquée. Au niveau des marchés, on observe vite un accident, c'est un piéton. Donc, sur nos routes, on aménage des passages piétons. Que chacun respecte son couloir. Le motocycliste a là où il doit passer, le piéton sait là où il doit passer. Mais des fois, on se retrouve en embouteillage et puis les motocyclistes sont obligés d'utiliser les trottoirs parce qu'on a envie de vite rentrer, par exemple. Voilà des cas qu'il faut sanctionner. Ça, à ce niveau, l'autorité doit prendre ses responsabilités. L'autorité doit prendre ses responsabilités. Chacun a son couloir de circulation et il faut respecter son couloir de circulation. Est-ce qu'il y a, à votre avis, d'autres investissements prioritaires que l'État pourrait faire pour réduire de manière drastique les cas d'accident chez nous? L'État, à travers ce service-là que nous ne cessons d'appeler le CNSR, il y a déjà un investissement qui est fait. Et ils sont toujours sur la route, périodiquement. Il y a des émissions radio qui sont faites, des communiqués qui passent. Et je pense on doit pouvoir les multiplier. Et peut-être appuyer aussi, passer par les médias, en accordant peut-être un fonds pour ça, pour que les médias appuient, sensibilisent les radios communautaires qui sont plus proches des localités. Et le cas, par exemple, de votre radio qui est suivi, Diaspora FM. Diaspora FM qui est suivi un peu partout dans la localité et dans d'autres localités. Pourquoi pas avoir des contrats avec ce genre de radio et périodiquement des communiqués passent. S'il y a un plaidoyer, je pense que c'est ce sur quoi moi je vais m'appuyer, je vais m'atteler. On va aborder assez rapidement l'axe 4 de ce plateau consacré aux transporteurs, aux entreprises et aux acteurs économiques. On sait que les conducteurs professionnels sont sur la route aussi. Mais est-ce qu'ils sont suffisamment formés aux exigences de la sécurité routière? Merci. En matière de formation, ils sont suffisamment formés, mais il n'est pas interdit de continuer les formations. Et comme il s'agit d'associations fêtières bien organisées, ils devraient dans leur planification mettre en place des programmes pour former eux aussi les conducteurs de véhicules qui sont dans leurs associations. Parce qu'on ne doit pas attendre tout de l'État. On ne doit pas attendre tout de l'État. Les associations de conducteurs que nous-mêmes nous sensibilisons souvent, que l'État sensibilise périodiquement, nous le leur rappelons et nous allons toujours continuer. Je passe par ce créneau-là pour leur rappeler qu'il faut une formation continue. Mais les employeurs, est-ce qu'ils exercent bien souvent un contrôle suffisant sur l'état des véhicules qu'ils mettent donc à la disposition de leurs collaborateurs?
Au niveau administratif, on peut dire oui. Mais les conducteurs de véhicules, les gros porteurs, les particuliers, je dirais non. Je dirais non. C'est un grand défi. C'est un problème. C'est un défi. Et on observe aujourd'hui la destruction même des infrastructures mises en place par l'État. Et conséquence de ce problème que vous posez, où le véhicule n'est pas en bon état, on le met en route, c'est la direction qui rate, c'est le frein qui rate, et on va cogner un poteau qui vient électrique, un panneau qui vient d'être posé, ou une route, on vient, on détruit un ouvrage. Donc il y a ça. La problématique des visites techniques. Les visites techniques. Dans quelles conditions ça se passe? Est-ce que ça ne suscite pas des interrogations? Il faut qu'on s'interroge. Mais aussi, peut-être la visite, le jour, qu'est-ce qu'on observe souvent? Le jour, je dois aller faire la visite technique de mon véhicule. Rapidement, j'essaye d'arranger ce que la visite technique contrôle. Le frein, la direction, les triangles que j'ai dans le véhicule. Rapidement, je mets ça en place. Mais au bout, un véhicule, c'est une machine. Une semaine, 2 semaines après, peut-être qu'elle tombe encore en panne. Mais je ne vais pas attendre une autre visite technique, donc ma responsabilité est engagée. Docteur, nous tendons progressivement vers la fin de cette émission. On ne va quand même pas vous laisser partir de ce plateau sans que vous ne puissiez nous dire un mot sur le phénomène de surcharge qu'on constate au niveau des véhicules avant votre mot de fin. Merci. Ce phénomène de surcharge, lorsqu'on en parle, les conducteurs commencent par énumérer les charges auxquelles ils font face. Mais je dis non. Il faudrait que, en toute responsabilité, nous-mêmes, passagers, qu'on commence par refuser lorsqu'un véhicule a déjà pris le nombre de passagers qu'il faut. Je ne rentre plus dedans. Donc, la sensibilisation et l'éducation doivent passer également par là. Nous devons responsabiliser les conducteurs, leur expliquer, puisque ce phénomène de surcharge-là aussi crée des accidents. Ce phénomène de surcharge crée des accidents. Votre mot de fin, docteur Halima Guira? C'est de sensibiliser les uns et les autres, d'en appeler à la responsabilité de tous, usagers, riverains, propriétaires de véhicules. La route est dangereuse. C'est vrai, la route c'est le développement, mais nous ne devons pas oublier et apprendre ou bien mettre en pratique le code de la route peut sauver des vies. Et j'appelle aussi les médias que vous êtes à nous appuyer dans la sensibilisation afin de réduire les accidents de la route. Merci infiniment à vous, docteur Halima Guira. Je rappelle que vous êtes sociologue, vous êtes également spécialiste en sécurité routière sur des projets de construction de routes, notamment la route Mississento-Alada. Nous étions avec vous pour aborder le sujet « Chaque accident est-il vraiment une fatalité ?» Merci pour l'expertise apportée sur ce plateau. Merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis. Merci également aux auditeurs de la radio Diaspora FM pour leur fidélité à ce programme. On se retrouve semaine prochaine. Merci.